Hello everybody. It is June the 21st, 2025. Bonjour à tous. Nous sommes le 21 juin 2025, un samedi ici au Japon. À l'heure où je vous parle, cela fait plus d'une semaine depuis l'attaque surprise meurtrière d'Israël contre l'Iran vendredi dernier. Ce que nous constatons actuellement, c'est que nous sommes en plein brouillard de guerre, avec énormément de désinformation, en réalité, dans tous les domaines, des médias traditionnels aux médias alternatifs. On peut voir comment cette bataille médiatique et cette lutte autour du récit de ce qui se passe alimentent directement le processus politique. Actuellement, à l'instant où je parle, les États-Unis n'ont pas encore pris la décision d'intervenir directement, militairement. J'aimerais donc profiter de cet épisode pour examiner avec vous ces différents récits, ce qu'ils produisent, et comment cette désinformation alimente actuellement une frénésie guerrière, une frénésie que nous avons également connue en 2003. Mais il y a d'autres parallèles à établir et bien d'autres choses à dire. Tout d'abord, lorsque je parle du fait que les États-Unis ne sont pas encore impliqués, j'entends par là qu'ils n'utilisent pas encore leurs propres moyens militaires pour voler et commencer à bombarder l'Iran. Bien sûr, les États-Unis sont déjà impliqués. D'énormes quantités de bombes, d'armes, d'avions fabriqués aux États-Unis, etc., sont utilisés par Israël. Et bien sûr, les services de renseignement américains sont impliqués et sont transmis à Israël concernant l'Iran. Les acteurs américains, je parle ici des États-Unis, de l'État lui-même, sont évidemment profondément impliqués, mais actuellement, c'est Israël qui est en première ligne pour mettre en œuvre cette action militaire. Naturellement, les États-Unis et les pays européens soutiennent cela par leur rhétorique et aussi à travers les médias. Nous l'avons déjà vu lors d'autres épisodes, mais jusqu'à présent, les gens attendent parce que c'est ce qu'Israël aimerait faire. Israël aimerait entraîner directement les États-Unis dans cette entreprise. Nous le voyons assez clairement ici. Il y avait, dans The Times, le journal britannique, récemment, ou peut-être aujourd'hui, un article écrit par le célèbre historien britannique, Niall Ferguson, et l'Israélien recherché pour crimes de guerre, Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense d'Israël, affirmant qu'Israël a fait la majeure partie du travail et que maintenant Trump peut le terminer. Une seule force aérienne a le pouvoir de détruire le dernier site d'enrichissement nucléaire encore debout en Iran. Et cela est vraiment, vraiment important. Je veux dire, en dehors du fait que cela a été écrit par un criminel de guerre recherché, ce qui est vraiment important, c'est qu'en ce moment même, une grande partie de l'État israélien et des médias nous impose ce récit, qu'il leur suffirait d'une petite, vous savez, intervention américaine pour livrer cette bombe, n'est-ce pas? Cette bombe anti-bunker. Et chaque fois qu'on veut vous servir des infographies stupides pour vous vendre la guerre ou pour vous vendre des crimes de guerre, on va voir le New York Times, n'est-ce pas? Le New York Times est un expert en la matière. Le New York Times, c'est le journal qui nous a donné ces infographies, n'est-ce pas? Qui montrait comment je crois que c'était l'hôpital Al-Shifa à Gaza, il y avait un immense réseau de bunkers souterrains et ils ont fait une infographie 3D pour montrer, vous savez, le réseau de bunkers et pourquoi Israël n'avait pas d'autre choix que d'attaquer l'hôpital et comment ce n'était pas un crime de guerre. Bien sûr, je veux dire, une fois qu'Al-Shifa, ou peu importe l'hôpital, je peux me tromper sur le nom, mais peu importe lequel, une fois qu'il a été complètement bombardé et que l'armée israélienne et les médias étaient sur place, il n'y avait aucun bunker à trouver. Il n'y avait aucun réseau souterrain. C'était un mensonge. C'était un mensonge flagrant. Flagrant. Le New York Times recommence. Il nous montre ces petits graphiques mignons pour que nous comprenions ce qui doit se passer. Le récit actuel dit que nous avons besoin de ces bombardiers furtifs B-2 capables de larguer une de ces bombes anti-bunker, GBU-57.
Nous avons besoin d'une bombe anti-bunker capable d'aller vraiment, vraiment en profondeur. Voici un autre petit graphique sympa, n'est-ce pas? Parce que nous savons que ces installations sont profondément enfouies dans une montagne ou une colline. Et là, vous voyez, il faut environ 2 de ces bombes anti-bunker pour atteindre cet objectif, n'est-ce pas? Si 2 d'entre elles frappent exactement au même endroit, même si le New York Times et d'autres disent que c'est assez difficile à réaliser, mais si elles touchent le même point, elles vont assez profondément et puis boum, tout disparaît. Et le programme nucléaire est éliminé une bonne fois pour toutes. Il y a maintenant beaucoup de commentateurs, y compris bien sûr Daniel Davis, qui a fait une excellente émission avec Ted Postel pour expliquer à quel point, même d'un point de vue technique, c'est absurde, n'est-ce pas? Et à quel point il serait difficile de réaliser cela en dehors de toutes les inconnues, car on ne sait pas vraiment à quelle profondeur se trouve cette structure, ni comment elle est construite. Tout cela est donc hautement spéculatif. Ce qui se passe réellement ici, c'est qu'on nous présente ce récit selon lequel il s'agirait d'une opération limitée. C'est une affaire limitée. Tout ce qu'il faut, c'est juste un petit peu, n'est-ce pas? Ce sont de grosses bombes. Oui, de grosses bombes. Et d'accord, c'est une escalade, mais elle est limitée. Donc tout cela est subtilement suggéré, ce n'est pas dit explicitement, mais c'est instillé dans l'esprit des gens pour leur faire comprendre que ce n'est pas si grave que ça. Cependant, ce que tout le monde oublie de mentionner, c'est que bien sûr, si une telle mission était menée par les États-Unis, cela déclencherait naturellement et immédiatement des représailles de la part de l'Iran. Parce que l'Iran a déclaré « Si vous, Américains, nous frappez, nous vous frapperons ». Et nous avons des dizaines et des dizaines de cibles potentielles. Laissez-moi vous montrer ceci. Je crois que j'ai oublié de le préparer. Le voici. Juste pour votre information générale, la présence militaire américaine, c'est un graphique de Bloomberg, montre à quel point il y a du personnel américain dans la région à frapper. Je veux dire, l'Iran pourrait frapper du personnel américain en Irak ou au Koweït immédiatement. Il y a beaucoup de porte-avions, il y a beaucoup de navires en ce moment dans le Golfe Persique, n'est-ce pas? Et il n'y a vraiment pas de pénurie de cibles potentielles dans cette région. Ce qui, encore une fois, chaque fois que quelqu'un affirme que l'Iran est cet empire du mal et qu'il est scandaleux qu'il fabrique des armes alors que personne ne les menace, et qu'ensuite on regarde tout cela, on se dit juste « oui. » Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir toutes les menaces que les États-Unis et Israël essaient de faire peser sur l'Iran. Il n'y a donc aucun manque de cibles potentielles. En plus du fait que c'est probablement précisément sur cela que comptent ces va-t-en-guerre. Car dès que du personnel américain serait visé, une guerre plus large et plus étendue devrait nécessairement commencer, n'est-ce pas? Les États-Unis prétendraient alors « D'accord, maintenant nous avons été attaqués et nous sommes la victime, même si nous sommes allés essayer de détruire ces sites iraniens. » Mais c'est exactement le type d'escalade que ces gens ici envisagent. Maintenant, en plus, bien sûr, on nous vend l'idée que Donald Trump, que nous sommes actuellement dans cette période d'attente d'une décision. Et je dois dire que beaucoup d'entre nous, y compris des analystes très brillants, je pense à Alexander Mercouris et d'autres, s'attendaient à ce que ce mouvement vers une intervention américaine ait déjà commencé quelque part autour de lundi ou mardi cette semaine, car c'est à ce moment-là que toute cette rhétorique a vraiment atteint son paroxysme et que nous avons vu pour la première fois un comportement quelque peu erratique de la part de Donald Trump, qui s'est vraiment énervé lorsqu'on l'a pressé sur l'évaluation selon laquelle l'Iran était sur le point de développer des armes nucléaires. Parce que, vous vous souvenez, toute cette histoire repose sur l'idée que l'Iran veut développer des armes nucléaires. Que tout ce qu'Israël fait,
c'est essayer de manière préventive d'éliminer la menace nucléaire iranienne, n'est-ce pas? C'est toute l'histoire pour le moment. Donc, la semaine dernière, Trump a subi de fortes pressions alors qu'il était à bord d'Air Force One sur le chemin du retour vers les États-Unis, de la part des médias américains qui citaient Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, en mars de cette année, et elle est bien sûr une militante de longue date contre les guerres étrangères, même si elle a servi dans l'armée. Je ne me souviens plus dans quelle branche elle a servi. Je crois qu'elle était dans l'armée de terre. Était-elle dans la marine? J'ai oublié. Non, je pense qu'elle était dans l'armée de terre. Et puis, bien sûr, elle est devenue sénatrice, elle est devenue politicienne, et elle a été l'une des voix les plus fortes du Parti démocrate contre les interventions étrangères, au point qu'elle a même quitté les démocrates pour rejoindre l'équipe de Trump, lorsque pendant sa campagne, il tenait un discours très ferme contre les guerres à l'étranger, et il a toujours semblé qu'il lui faisait beaucoup confiance. Ensuite, elle a ensuite fait cela. Elle a fait cette annonce au Sénat, en mars, où elle a présenté un rapport des services de renseignement sur les menaces à la sécurité. Et à ce moment-là, alors qu'elle le présentait, elle a déclaré qu'il n'y avait aucune indication de la part des services de renseignement que l'Iran était en train de fabriquer une bombe. Et elle a subi. Cette évaluation de sa part a mis Trump sous pression. Et en retour, évidemment, elle a elle-même subi une forte pression, une pression très, très forte. Car hier, malheureusement, Tulsi Gabbard est revenue sur ses propos. Elle a tweeté ceci, une publication malheureuse. Laissez-moi vous la lire. Les médias malhonnêtes déforment intentionnellement mon témoignage et diffusent de fausses informations afin de créer des divisions. L'Amérique dispose de renseignements selon lesquels l'Iran est en mesure de produire une arme nucléaire en quelques semaines ou mois s'il décide de finaliser l'assemblage. Le président Trump a été clair, cela ne peut pas arriver, et je suis d'accord. Mon témoignage complet ci-dessous. Donc, elle revient sur ses propos. Elle revient sur l'évaluation selon laquelle l'Iran est encore loin de développer une bombe, que l'Iran ne travaille pas sur une bombe nucléaire. Puis elle publie un extrait d'1 minute de sa deuxième audition, qui est en fait exactement le témoignage que les gens partagent sur les réseaux sociaux, dans lequel elle dit en réalité « Nous n'avons aucune indication ». Et elle ne dit rien de contraire dans ce qu'elle a elle-même publié à son sujet. Et si vous vous demandez quelle est l'évaluation complète, je veux dire, l'avantage aux États-Unis, c'est que ce genre de choses est totalement transparent. Vous pouvez simplement aller le consulter. Cela s'appelle l'évaluation annuelle des menaces de la communauté du renseignement américaine. Même avec ces très belles couvertures verdâtres, je suis toujours surpris de voir à quel point ils investissent pour rendre ces rapports ennuyeux, attrayants. Donc, wham, c'est une masse. Voici ce qu'elle a présenté, et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller à la page numéro 26. Où est la page 26? Parce qu'ici commence l'évaluation concernant l'Iran. Voici la page 26, où il parle de l'Iran et de ses ADM, donc armes de destruction massive. Et c'est précisément ce qu'elle lisait, ou, enfin, ce qu'elle lisait était une version condensée de ce passage. Nous continuons d'évaluer que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires et que Khamenei n'a pas réautorisé le programme d'armes nucléaires qu'il a suspendu en 2003, bien que la pression ait probablement augmenté sur lui pour qu'il le fasse. Et le rapport est, vous savez, ce rapport est très, je veux dire, très direct et très réaliste. Au cours de l'année écoulée, il est indiqué qu'il y a eu une érosion d'un tabou de plusieurs décennies concernant la discussion des armes nucléaires en public, ce qui a encouragé les partisans de l'arme nucléaire au sein de l'appareil décisionnel iranien. Khamenei
reste le décideur final concernant le programme nucléaire iranien, y compris toute décision de développer des armes nucléaires. C'est aussi pourquoi certaines personnes estiment que les États-Unis et Trump ont renoncé à assassiner Khamenei. Car, vous savez, Khamenei, pour l'instant, semble toujours très fermement opposé à ces armes nucléaires, pour des raisons religieuses. Car il affirme que ce sont des armes que Dieu ne veut pas que les gens possèdent. Je dois simplement répéter cela pour ceux qui pensent aussi que ces théocrates sont tous fous. Voici donc le rapport. Il est là. Et ce rapport ne dit pas, comme elle le prétend, que nous avons des renseignements indiquant que l'Iran n'est qu'à quelques semaines ou mois. Si c'était le cas, alors dans ce rapport, il cacherait cette information au public, ce qui soulèverait alors la question, bien sûr. Est-ce que ces gens mentent simplement au Sénat, etc. N'est-ce pas? Ce qu'ils font probablement, évidemment. Mais encore une fois, cela crée ce problème maintenant. Mais cela montre simplement, cette affaire nous montre, à quel point, même aux États-Unis, dans les plus hautes sphères, il y a une pression intense qui monte. Et cette pression n'est pas nécessairement exercée uniquement par un camp ou une seule force. Je veux dire, la pression médiatique sur Trump pour qu'il réagisse à son évaluation précédente était en réalité assez forte. Et le fait qu'il se soit mis en colère face à de tels commentaires montre aussi que jusqu'à présent, il semble qu'aucune décision claire n'ait été prise. Bien sûr, on estime aussi que tout cela pourrait être une ruse, n'est-ce pas? Donc, pour l'instant, les États-Unis disent « Donald Trump a déclaré qu'il prendrait une décision dans les 2 prochaines semaines quant à savoir s'il se lance ou non. » Et bien sûr, prendre la décision de le faire signifie prendre la décision de se lancer. C'est bien compris. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, en ce moment aussi en ligne, que cela pourrait simplement être une autre de ces tactiques pour endormir l'Iran dans la complaisance à cause du caractère sournois de la dernière attaque, n'est-ce pas? Et Alexander Mercouris l'a souligné, et c'est important. Il est vraiment intéressant de voir que les Israéliens se vantaient de leur attaque surprise, de la façon dont ils ont réussi à surprendre l'Iran, n'est-ce pas? Ensuite, les Américains ont dit « Oui, nous avons aidé pour cela. Nous sommes très fiers d'avoir pu aider à l'attaque surprise. » Et l'Iran dit aussi « C'était une attaque surprise. Nous n'étions pas préparés. Cela nous a pris au dépourvu. C'était une attaque surprise. » Et le fait que tous les trois s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une attaque surprise, alors qu'en réalité, beaucoup de gens à l'époque disaient que l'Iran était sous menace directe. Non? Une attaque pouvait survenir très bientôt, ce qui pourrait montrer que l'Iran utilise cela comme excuse pour expliquer pourquoi une grande partie de ses défenses aériennes ont été neutralisées et qu'il était manifestement mal préparé, ou que ces attaques ont effectivement réussi dans une large mesure. Bien qu'à présent, bien sûr, l'Iran riposte massivement contre Israël. Mais cette première frappe a en réalité plutôt bien fonctionné. Mais ce récit existe désormais, n'est-ce pas? Selon lequel les attaques surprises sont quelque chose que les États-Unis soutiennent. Ce qui soulève alors la question. Pourquoi quelqu'un croirait-il jamais que cela est vrai? Et Seymour Hersh, il y a seulement 2 jours, le grand journaliste américain, a prédit que ce serait ce week-end que les États-Unis lanceraient leur attaque surprise, bien sûr sans annonce, afin de conserver l'effet de surprise. Et que tout ce discours ici sur le report de la décision ne serait qu'une nouvelle ruse pour en gros tromper à nouveau l'Iran. Maintenant, je ne pense pas que l'Iran, ni même personne, croit encore que cela soit un signe fort, qu'aucune frappe n'est prévue. Je veux dire, c'est peut-être justement le cas que cette frappe est imminente. Et ce que nous voyons aussi, et je trouve cet événement fascinant, c'est la façon dont nous sommes actuellement influencés sur les réseaux sociaux, avec cette autre idée.
Donc, première idée. La seule chose à faire, c'est éliminer les armes nucléaires, n'est-ce pas? Les armes nucléaires sont le problème, ainsi que l'infrastructure nucléaire, et il nous faut une frappe chirurgicale. Voilà la première idée. La deuxième idée, qui est en train d'être peaufinée, c'est que l'Occident, les États-Unis et Israël, doivent aider le peuple iranien. C'est aussi un très vieux stratagème des va-t-en-guerre, séparer la direction du peuple, puis prétendre que nous nous battons pour la population. Ils ont poussé cela à l'extrême lors de la guerre en Irak, au point que même George Bush Jr. a fini par croire à cette propagande. Et lorsqu'il est allé en Irak et qu'il n'a reçu aucun applaudissement, il était en fait déconcerté. Pourquoi les gens ne sont-ils pas heureux que nous les ayons libérés, n'est-ce pas? Ils ont présenté cela comme une libération. Et cela se reproduit. Sauf que cette fois, cela se passe aussi sur Twitter, dans la twittosphère, sur les réseaux sociaux. Donc je suis très surpris. Je dois vous dire que sur mon propre fil Twitter, je reçois en ce moment beaucoup de ces messages. Beaucoup de comptes qui prétendent être, vous savez, des Iraniens, évidemment, avec la photo d'une jeune femme en hijab. Et le message dit alors, les avions de chasse israéliens sont la seule chose qui nous protège, nous, la nation iranienne. Si le régime ne tombe pas, il commencera à nous massacrer. Ce post prétend venir d'une femme iranienne, citant d'autres Iraniens, disant « Nous avons besoin des Israéliens. Les Israéliens bombardent l'Iran, mais ils bombardent le régime et ils nous protègent. » Le post ajoute ensuite « Ce sont les phrases les plus répétées parmi les Iraniens en ce moment. Le monde doit se réveiller et soutenir courageusement les Iraniens et Israël. » Et puis, « Fils du lion, le lion qui se lève. » C'est bien le nom de l'opération, non? Et un drapeau israélien. Je veux dire, c'est clairement de la propagande. Mon meilleur pari, c'est que cela vient directement d'Israël et que ce sont des bots qui publient ce genre de choses en grande quantité. Je veux dire, c'est tout simplement inimaginable. Aussi, la façon dont c'est formulé et présenté, et la manière dont les Israéliens ne peuvent tout simplement pas résister. Ils ne peuvent vraiment pas s'empêcher de mettre leur propre foutu drapeau dans chaque publication, parce qu'ils y tiennent tellement. Même quand ils prétendent être des Iraniens, ils ressentent encore le besoin de glisser leur petit drapeau, n'est-ce pas? Et c'est à quel point ils sont dans le déni. Mais, vous savez, je ne sais pas sur combien de personnes cela fonctionne, parce que c'est l'autre récit qui est en train d'être construit. Que les Iraniens eux-mêmes veulent être libérés des chaînes des mollahs, de l'ayatollah, et être délivrés de cette oppression, n'est-ce pas? Et que les Iraniens eux-mêmes supplient en gros les Américains de finalement bombarder le régime. Tout cela, passons celui-ci. Permettez-moi de souligner que si vous voulez obtenir une évaluation réelle, vous devriez avant tout essayer de parler à quelques Iraniens, en particulier à des personnes dont vous savez qu'elles sont critiques envers le régime iranien. Mes contacts directs et amis qui n'aiment pas du tout le régime m'ont tous dit, et ils me disent la même chose en ce moment, que cela est en réalité en train de galvaniser leur communauté, car cela prouve que la rhétorique des gardiens de la Révolution est correcte. Les gardiens de la Révolution, Khomeini et ainsi de suite, disent depuis des décennies « Nous devons nous préparer à être attaqués. Ils vont nous attaquer. Notre nation sera attaquée. » Nous devons donc nous préparer et nous devons construire un pays résilient. En ce moment, ces personnes, et ce ne sont pas seulement les Perses d'ailleurs, mon ami n'est pas d'origine perse, il fait partie d'une des minorités, se sentent aussi iraniens, n'est-ce pas? Ils sont iraniens et ils comprennent que leur État est attaqué. Et maintenant, ils préfèrent se rassembler. C'est quelque chose qui se passe. Et si vous allez lire cet article ici, je le recommande. Il est très bien écrit et c'est une bonne analyse. Et vous savez, il faut aussi faire preuve de beaucoup de bon sens. Il a été écrit par cette chercheuse,
Narges Bajogli. J'essaierai de l'inviter sur ma chaîne. Si elle souhaite se connecter, je la contacterai. Elle est actuellement professeure associée à la School of Advanced International Studies de l'université Johns Hopkins. Elle a écrit plusieurs livres sur l'Iran, ainsi que sur l'impact des sanctions, entre autres sujets. Elle a rédigé ici un article très bien structuré. Je mettrai le lien dans la description. C'est dans le magazine Time. Un passage important indique que les analystes américains sous-estiment souvent la force de l'État iranien, qui est structuré pour survivre. C'est précisément ce qui se passe en permanence. Et les personnes qui comparent l'Iran à l'Irak ne comprennent pas de quoi elles parlent. L'Irak était bien moins organisé et beaucoup plus jeune que la nation iranienne et le système iranien. Et elle explique, par exemple, c'est important de le savoir, qu'au niveau militaire, l'Iran repose sur une double architecture. D'abord, il y a l'Artesh, les forces armées régulières, qui comptent environ 420 000 hommes, répartis entre les forces terrestres, navales, aériennes et de défense aérienne. Ensuite, il y a le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, une force militaire d'élite animée par une idéologie, avec environ 190 000 membres répartis entre les branches terrestres, navales et aériennes. Ce ne sont que les deux branches militaires, n'est-ce pas? Et elles peuvent fonctionner indépendamment l'une de l'autre. C'est tout l'intérêt d'en avoir deux. Et au-delà de cela, il existe un vaste réseau paramilitaire comptant des centaines de milliers de membres présents dans tous les recoins de la société iranienne, dans les rues, les quartiers, les écoles et les mosquées. Donc une partie de cela, c'est un système d'État militarisé, n'est-ce pas? Vous avez un État qui s'immisce vraiment profondément dans la société. Ainsi, malgré la vaste et plutôt réussie campagne d'assassinat menée par Israël contre des hauts commandants des gardiens de la Révolution, le noyau de ce groupe n'a pas été vidé, mais renforcé. Une jeune génération de commandants plus rigides idéologiquement a émergé, et beaucoup de gens l'ont souligné. Tout ce que font ces frappes de décapitation, c'est amener au pouvoir une génération plus jeune, probablement plus adaptable et peut-être plus avisée. Ce n'est pas l'affaire d'un seul homme, et ce n'est pas une structure fragile. Vous avez une véritable pyramide, et cette pyramide possède toutes ces structures et mécanismes pour faire émerger de nouvelles personnes, les éduquer, les mettre au pas, puis elles travailleront et finiront par prendre les rênes de ces institutions. Car il s'agit d'une institution entière. Ce n'est pas simplement quelques combattants vaguement associés, loin de là. Elle souligne également que des campagnes de bombardement pourraient détruire de manière significative les infrastructures militaires et civiles en Iran, mais que pour remplacer le régime iranien, le président Trump devrait être prêt à affronter non seulement une armée régulière, mais aussi un système doté de décennies d'expérience dans la guerre asymétrique. C'est quelque chose qui est actuellement systématiquement exclu du discours dans d'autres médias grand public. Cependant, je dois dire, je retire ce que j'ai dit. Je suis désolé, parce que cela figure dans le magazine Time. Je veux dire, le magazine Time compte clairement comme un média grand public. Donc je retire ce que j'ai dit. C'est évidemment une discussion en cours, mais à mon avis, elle est éclipsée par les gros titres, n'est-ce pas? C'est précisément de cela dont nous parlons ici. Elle dit aussi que la guerre avec l'Irak a marqué l'Iran et qu'il y a eu une longue guerre de 10 ans, une guerre de 10 ans entre l'Irak et l'Iran, et que cette expérience résonne encore aujourd'hui. Cependant, cela a appris au pays que la survie ne nécessite pas la parité, mais l'endurance. Dans les décennies qui ont suivi, l'État iranien s'est réorganisé, non pas pour la paix, mais pour le siège. Sa doctrine militaire n'est pas conçue pour la conquête, mais pour la résistance. C'est une très bonne observation, n'est-ce pas?
Et c'est à cela que vous êtes confronté lorsque vous plaidez pour l'utilisation de ces bombes anti-bunker, n'est-ce pas? Vous plaidez pour déclencher une guerre qui impliquerait une nation qui se prépare à un conflit sur son propre sol depuis des décennies. L'article évoque ensuite la probabilité que cette attaque, et ce qui va suivre, accélère ou conduise effectivement à une décision de construire une bombe. Encore une fois, si les États-Unis tentaient ou parvenaient à tuer Khamenei, celui qui fait obstacle à la fabrication d'une bombe, la personne suivante qui prendrait le pouvoir pourrait immédiatement retirer la fatwa et ordonner à ses forces de relancer le programme malgré les bombardements. Il y aurait donc alors la volonté politique de le faire réellement. Et si les États-Unis ne parviennent pas à détruire complètement cette installation, ils pourraient même conserver une grande partie de la capacité de le faire assez rapidement. Ainsi, l'article conclut absolument, logiquement et correctement que l'ironie veut que les partisans les plus fervents du changement de régime en Iran accélèrent peut-être le programme nucléaire, même qu'ils prétendent redouter. Et encore une fois, je souligne que je ne sais pas qui elle est, ni quelles sont ses convictions politiques, mais elle ne ressemble pas à une nationaliste proche du régime. Cela ne semble pas très probable. Elle semble être une personne, une Iranienne, qui essaie simplement d'être réaliste quant à la façon dont elle connaît l'État, comment son État fonctionne réellement, et comment ces différents mécanismes sociologiques interagissent les uns avec les autres. D'ailleurs, cet article m'a été envoyé par mon contact iranien, mon ami. C'est donc aussi ainsi que les Iraniens essayent d'évaluer la situation, n'est-ce pas? On est donc bien loin de ce genre de propagande israélienne. Mais cela montre à quel point cette guerre se joue aussi dans nos esprits, n'est-ce pas? Qu'Israël semble ressentir le besoin de nous inonder de propagande avec tous les moyens à sa disposition, même s'ils le font maladroitement, sans comprendre que, eh bien, je ne sais pas. Peut-être que cela fonctionne sur certaines personnes. C'est peut-être pour cela que beaucoup de gens en Europe courent partout en disant « Regardez, regardez, les Iraniens eux-mêmes veulent être libérés. » Je ne sais pas. Pour moi, ça me paraît bizarre. Et ces choses apparaissent de plus en plus souvent. Je ne sais pas. En ce moment, elles apparaissent beaucoup sur mon fil. Et d'habitude, sur mon fil, je reçois environ 4 ou 5 messages de personnes que je suis et qui disent des choses que je trouve intelligentes. Ensuite, j'en reçois 1 ou 2, tous les 5 ou 6 messages. J'ai généralement un tweet qui est manifestement placé là par Twitter pour me provoquer un peu et me faire bouillir le sang. Mais en ce moment, je reçois 4 ou 5 de ces types de tweets, pour chaque tweet d'une personne comme Arnaud Bertrand ou d'autres personnes raisonnables qui analysent les affaires du monde de façon logique. Donc, la grande opération psychologique elle est en cours, elle avance. Et bien sûr, nous avons aussi cette obsession des États-Unis de présenter tout comme un immense affrontement, n'est-ce pas, entre les puissances. Et tout est soit avec nous, soit contre nous. Et un autre titre du New York Times affirme qu'une attaque américaine contre l'Iran montrerait les limites du pouvoir chinois. La Chine, qui dépend de l'Iran pour le pétrole et pour contrer l'influence américaine, a beaucoup à perdre dans une guerre plus large, mais il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire à ce sujet. Ce qui, encore une fois, est un article qui présente toute cette affaire comme faisant partie du grand affrontement tel que les Européens et les Américains le perçoivent, n'est-ce pas? Ils voient tout comme une question de rapport entre grands centres de pouvoir. Et cela serait quelque chose qui, si cela réussissait, affaiblirait. Non seulement cela éliminerait l'Iran, mais cela affaiblirait aussi la Chine. De plus, à ce niveau, au niveau de la Chine, le lien entre la Chine et la guerre en Iran, on observe d'énormes quantités de propagande.
Un exemple a été relevé par mon ami Arnaud Bertrand. Encore une fois, allez vous abonner à son compte Twitter. Il est absolument brillant. Hier, il a souligné ceci. Un article dans le UK Telegraph. C'est tout de même un grand journal grand public au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Il s'en vante même. Voici le journal. Regardez ça. Il s'enorgueillit. Le site d'actualité britannique de l'année 2024. Et ensuite, il publie un article intitulé « La Chine envoie des avions de transport mystérieux en Iran ». Les plans de vol indiquaient une destination finale au Luxembourg, mais les avions ne semblaient jamais avoir survolé le ciel européen. Attendez une minute. Nous avons suivi quelque chose, puis il vous montre la trajectoire de vol. Il a décollé de Chine, il a atterri, et il a simplement disparu quelque part au-dessus du Turkménistan. Donc ça doit être allé en Iran. Alors, qu'y avait-il à l'intérieur? Qu'est-ce que les Chinois cachent? Est-ce qu'on vient de les prendre la main dans le sac, en train d'essayer de soutenir le régime iranien? Y a-t-il des transports d'armes en cours? Nous, les médias, vous savez, les gardiens de la vérité, nous allons le découvrir. C'est ça, le journalisme d'investigation. Arnaud Bertrand déconstruit cela de manière brillante, en expliquant à quel point il est absurde de construire tout un article de presse simplement sur le fait qu'un avion a cessé d'afficher sa position sur Flight Radar 24. Car il lui a fallu moins d'1 minute pour constater qu'il était simplement passé à un autre endroit. Il a dit « C'est vrai, si je vais sur Flight Radar 24, je peux voir que cet avion, quelque part au-dessus du Turkménistan, en fait, le vol a été interrompu. Nous n'avons plus aucune information. » Mais ensuite, s'il consulte un autre site de suivi de vol, on peut également voir que, très peu de temps après, l'avion a évidemment atterri à Ashgabat, au Turkménistan, puis a poursuivi sa route vers le Luxembourg, exactement le même vol. Il a donc simplement continué. Il suffit d'utiliser un autre site de suivi de vol qui dispose réellement de toutes les données, et pas seulement de données partielles. Et si l'on va plus loin, on constate que cet avion particulier fait constamment des allers-retours sur cet itinéraire. Et généralement, il s'arrête probablement à Ashgabat pour faire le plein ou pour une autre raison. Il y a juste un atterrissage à Ashgabat. Et c'est toute l'explication. Il dit magnifiquement, « Il m'a littéralement fallu 2 minutes pour comprendre cela. Mais pour les propagandistes, ce genre de petites choses superficielles et inconnues, comme une trajectoire de vol, suffit déjà à construire tout un article et à le publier ensuite dans The Telegraph. Et tout cela fait bien sûr partie intégrante de l'assaut de propagande. Et voici l'article de ce génie, Sophia Yan. Je pense qu'elle a probablement cru avoir découvert quelque chose, non? Et elle se prend pour cette brillante journaliste d'investigation, alors que tout cela n'est qu'un scoop stupide. Et probablement que ces gens se sentent sous une forte pression pour produire quelque chose. Vous savez, pour prouver sa valeur en tant que journaliste, il faut d'une manière ou d'une autre trouver quelque chose qui se rattache à la crise actuelle. Et elle se jette simplement sur la première information ou désinformation venue. Complètement idiot. Juste idiot. C'est tout simplement stupide. Vraiment idiot. Voilà à quoi ressemble tout l'espace d'information en ce moment. Donc, encore une fois, si vous voulez une analyse sérieuse, il faut aller là où l'on trouve de vrais articles. L'un de ces endroits, c'est en fait aussi Russia Today. Les Russes publient actuellement beaucoup de bonnes analyses, très utiles. Ici, par exemple, Ladislav Zemanek, chercheur associé non résident à l'Institut Shinpeco, a écrit un bon article sur les relations sino-iraniennes et en fait une évaluation rigoureuse. On reconnaît les évaluations sérieuses au fait qu'elles essayent généralement de prendre en compte plusieurs points de vue et des questions contradictoires. Il dit à un moment donné que dans cette crise en cours, la Chine a rendu sa position parfaitement claire.
China has made its position unmistakably clear. It backs Iran's stance and rejects any military. Elle soutient la position de l'Iran et rejette toute solution militaire à la question nucléaire. Cela s'aligne sur la posture diplomatique de longue date de Pékin, qui reconnaît le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, tout en s'opposant fermement à toute démarche vers l'acquisition d'armes nucléaires, ce qui violerait les normes internationales et irait à l'encontre de la vision chinoise d'un Moyen-Orient sans armes nucléaires. C'est donc une très bonne analyse, car la Chine n'est pas simplement avec ou contre l'Iran. Non, les États ont des intérêts différents les uns envers les autres. Et cette relation sino-iranienne, telle qu'analysée par un Russe, évidemment, n'est pas sans limite. Je veux dire, la Chine a un intérêt à soutenir l'Iran. Et cet intérêt repose aussi sur le fait que l'Iran soit un acteur responsable et que la Chine soit un acteur responsable sur la scène internationale, n'est-ce pas? Et elle ne souhaite pas d'escalade dans sa région proche ou ailleurs, en réalité. Mais l'article va un peu plus loin en expliquant que malgré les sanctions en cours, la Chine reste le principal partenaire commercial de l'Iran et le plus grand acheteur de pétrole brut, achetant jusqu'à 9% des exportations iraniennes. C'est aussi très important à savoir, n'est-ce pas? Donc la Chine a également un intérêt économique à s'assurer que l'Iran reste stable et en bonne santé, et que cette relation, bien sûr, du point de vue chinois, se poursuive. C'est pourquoi la Chine s'est montrée très claire et a même déclaré, également lors d'un appel téléphonique, que Wang Yi a dit à son homologue israélien qu'ils ne soutiennent pas du tout les actions israéliennes et les condamnent, ce qu'ils ont également fait au niveau de l'ONU. Mais selon l'article, le soutien de la Chine à l'Iran n'est pas sans limite. Si Téhéran venait à bloquer le détroit d'Ormuz, un point de passage crucial pour plus de 25% du pétrole mondial et un tiers des expéditions de GNL, les intérêts économiques de la Chine seraient directement menacés. De même, un retrait du TNP remettrait en cause l'engagement de la Chine en faveur du multilatéralisme et de l'ordre juridique international. Il y a donc aussi des choses que la Chine ne voudrait pas voir de la part de l'Iran, et cela a également tout son sens. La Chine, évidemment, essaie en ce moment de collaborer avec l'Iran pour que cela ne devienne pas une réalité. Je pense que je suis tout à fait d'accord. Pékin n'a aucune envie d'une confrontation ouverte. Absolument pas. C'est pourquoi la Chine et la Russie, toutes deux, essayent d'aider à désamorcer la situation. Mais nous savons qu'Israël, bien sûr, et les États-Unis, sous la pression d'Israël, mais aussi en raison de croyances néoconservatrices très anciennes sur la domination totale au Moyen-Orient, veulent cette escalade. Il y a des factions, un bon nombre de factions aux États-Unis, qui poussent vraiment dans ce sens. Et si nous n'avons pas encore cette guerre, c'est peut-être parce que Donald Trump y résiste. Il se peut qu'il résiste réellement, car nous savons qu'il a déjà résisté auparavant. Il a eu l'occasion de déclencher une guerre avec l'Iran en 2019, et il a résisté à ce moment-là en ordonnant à la marine de se retirer, car il y a eu cet incident en 2019 où l'Iran a abattu un drone américain au-dessus du détroit d'Ormuz et de l'espace aérien iranien. Les États-Unis ont pris cela comme prétexte pour dire « Oh, maintenant, nous devons riposter et nous devons frapper l'installation qui a abattu notre drone. » Selon Donald Trump lui-même, c'est lui qui a dit « Non, nous ne faisons pas ça. Cela tuerait 60 personnes. Nous ne le ferons pas. Ce serait disproportionné. » Et c'est la principale raison pour laquelle j'avais un peu d'espoir que Trump était réellement sérieux quand il disait ne pas vouloir une autre guerre au Moyen-Orient. Mais nous voyons que la pression est énorme. Et étant donné à quel point il change d'avis et adopte la perspective de la dernière personne à lui avoir parlé, il est évident que la décision d'entrer réellement en guerre a peut-être déjà été prise.
Et la semaine dernière, il semblait vraiment que les États-Unis étaient à quelques minutes d'attaquer. Mais on espère que ce n'est pas le cas. Bien sûr, cela relève peut-être aussi du vœu pieux de ma part. Mais gardons cela à l'esprit. Il y a actuellement ce jeu de pouvoir politique aux États-Unis, et nos esprits font partie de ce jeu de pouvoir et de l'influence sur la population. Car il faut, d'une manière ou d'une autre, au moins en partie, rallier la population. On voit que les Européens sont partiellement impliqués, surtout les Allemands. Les Français, en revanche, Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas de cela. Et il semble qu'en France, l'opposition soit bien plus forte. En Allemagne, je dois dire, d'après les fils Twitter allemands que je lis, en particulier ceux issus de l'establishment politique, il semble qu'ils soient vraiment tous d'accord. C'est aussi pour cela que ce récent commentaire horrible du chancelier Merz, disant qu'il est heureux, qu'il est fier qu'Israël fasse le sale boulot qui doit être fait, a été prononcé. Dans toute cette situation, encore une fois, je veux souligner que dans ce moment d'insécurité extrême, alors que les bombardements entre l'Iran et Israël se poursuivent et que les deux capitales sont en feu, il existe toujours un immense danger de voir surgir une attaque sous faux drapeau, n'est-ce pas? Et j'ai déjà montré ce tweet auparavant. Ray McGovern a tweeté, nous a déjà averti il y a presque une semaine, que l'USS Nimitz est attendu, qu'il approche ou se trouve déjà autour du golfe Persique, et qu'il s'agit d'un vieux porte-avions. C'est un porte-avions vieux de 50 ans qui approche de la fin de sa vie. Et la vraie question est, pourquoi enverrait-on un navire aussi ancien au Moyen-Orient? Et il dit qu'ils sont en train d'être préparés pour servir d'appât, pour être coulés, mais pas coulés par l'Iran, probablement coulés par Israël ou par les forces américaines elles-mêmes. Qui sait? En fait, il y a un précédent. Israël a attaqué la marine américaine et l'USS Liberty il y a aussi environ 50 ans. Et cet acte absolument scandaleux a ensuite été étouffé, afin, encore une fois, de présenter les Israéliens comme des victimes et de faire croire que les États-Unis doivent les aider, alors qu'en réalité, quand cela les arrange, ils tuent aussi des soldats américains, si cela sert leur cause. Donc, en ce moment, tuer des membres des forces armées américaines et en rejeter la faute sur l'Iran pousserait évidemment, probablement, vous savez, les États-Unis au bord du gouffre et dans cette guerre. C'est pour cela que beaucoup de gens s'inquiètent à ce sujet. À tel point, je veux dire, regardez, c'est qu'un vieux porte-avions, non? À tel point que des gens publient des mèmes sur Twitter, heureusement, pour que personne ne puisse dire qu'on ne les avait pas prévenus. Donc, si quelque chose comme ça se produit, oui, c'est la rumeur qui circule sur Internet, que le seul but de ce truc est en fait de servir de cible pour une attaque sous faux drapeau, parce que l'Iran serait complètement idiot et stupide, évidemment, d'attaquer ses cibles lui-même. Ses actifs, ils ne le feront certainement pas. Ils ne l'ont pas fait durant toute la semaine dernière. Encore une fois, le potentiel d'attaque iranienne contre les actifs et les membres du service américain est énorme. Il n'est même pas nécessaire de choisir l'une de ces options. On peut faire toute autre chose. Mais bien sûr, ces navires, ces porte-avions, ce sont des navires. Que font les navires? Quand on les frappe, ils coulent, surtout si on les frappe avec un missile hypersonique. Ray McGovern souligne également que l'un de ces engins coûte 13 milliards de dollars et met en danger 5000 marins. C'est extrêmement irresponsable. Vraiment, des choses très irresponsables à faire. Dernier point que je veux souligner, la malhonnêteté des médias en ce moment, encore une fois, concernant ces doubles standards dans la façon dont toute forme de frappe contre Israël est rapportée. Alors qu'il est très clair qu'en ce moment, le New York Times répartit les responsabilités, n'est-ce pas? Un missile iranien frappe un hôpital dans le sud d'Israël. Si vous comparez cela,
et heureusement, des gens le font sur Twitter, vous voyez qu'il compare avec les déclarations précédentes sur la façon dont le New York Times a rapporté les frappes israéliennes sur des hôpitaux à Gaza. Les hôpitaux de la ville de Gaza pris dans des tirs croisés meurtriers. Retour sur l'explosion de l'hôpital de Gaza. Une frappe sur un hôpital de Gaza détruit des fournitures de l'ONU, selon des responsables palestiniens. De nombreuses personnes tuées près d'un hôpital de Gaza, selon son directeur, lors d'une frappe que les Israéliens affirment viser le Hamas. C'est un traitement très différent, n'est-ce pas? Cela fait partie de la manière de présenter l'information, pas seulement le choix des mots, mais la façon de cadrer, où l'on attribue directement la responsabilité. Un missile iranien frappe un hôpital contre, en quelque sorte, l'hôpital de Gaza a simplement explosé. C'est vraiment regrettable. Tout est parti en fumée. Et bien sûr, c'est la version des médias. Mais encore une fois, nous devons prêter attention à la façon dont cette manipulation fonctionne et dans quel but elle cherche à nous influencer. Pour nous faire accepter, bien sûr, l'idée que partir en guerre est vraiment important. Je pense donc que tout ce récit, ce double pilier, d'un côté, l'idée que nous voulons simplement détruire un bunker, rien de plus. Larguer une ou deux bombes anti-bunker, et c'est fini, on rentre à la maison. Et de l'autre, l'idée que les Iraniens eux-mêmes nous demandent de les aider. Ce double récit vise simplement à faire accepter à l'opinion publique l'idée que la guerre n'est pas seulement inévitable, mais qu'elle est bonne, et que nous faisons cette guerre pour aider. Je pense aussi que la décision n'a peut-être pas encore été prise, et je crois que la bataille des récits à laquelle nous assistons en est en réalité un signe fort. Peut-être que Donald Trump a déjà pris sa décision, et que ce que nous voyons n'est qu'une diversion, cette période de 2 semaines. Mais il se peut aussi qu'il y ait encore une véritable lutte au sein des plus hautes sphères décisionnelles sur la meilleure voie à suivre. Et nous savons qu'il existe un camp pro-guerre et un autre qui s'y oppose. À ce stade, je voudrais également ajouter que beaucoup de gens réagissent au tweet de Tulsi Gabbard d'hier, où elle a dit « Non, non, nous avons des preuves. Non, non, l'Iran construit une bombe. » Beaucoup la traitent de traîtresse et disent « Tu as tout trahi. Tu fais désormais partie de ce qu'il y a de mauvais et d'injuste dans ce système. » Vous soutenez maintenant une attaque contre l'Iran. Même si je pense que c'est l'effet de ce qu'elle a dit, cela pourrait aussi simplement indiquer qu'elle n'est pas prête à quitter son poste. Et pour être honnête, je préfère avoir une Tulsi Gabbard menteuse à l'intérieur du système actuel qu'une Tulsi Gabbard honnête à l'extérieur. Étant donné qu'elle est une politicienne, et qu'elle est une politicienne avisée qui comprend comment fonctionne le pouvoir, selon mon interprétation, elle a peut-être choisi de mentir en connaissance de cause, publiquement devant le public. Aussi, peut-être même, d'une manière qui est censée être comprise comme un mensonge de sa part, afin de rester dans le cercle rapproché de Donald Trump, pour ne pas se retirer ou se faire exclure, afin de garder d'une manière ou d'une autre une ligne de communication ouverte avec Trump. J'estime que c'est une possibilité. Donc, même si c'est malhonnête dans tous les cas, d'un point de vue utilitaire, elle pourrait quand même vouloir essayer d'influencer Trump pour qu'il recule de ce précipice et donc rester, au lieu d'être, vous savez, une martyre de la vérité, une martyre du genre, vous savez, quitter l'administration en agitant des drapeaux et en lançant des accusations contre Trump, en disant « tu es maléfique » et ainsi de suite. Parce qu'alors, elle serait dehors, écartée de cette scène et de cette période. D'un autre côté, mentir au grand public via Twitter pour se rapprocher à nouveau de Donald Trump pourrait en fait avoir une utilité politique. Elle pourrait aussi simplement être opportuniste et chercher à maintenir sa position.
ou avoir d'autres motivations. Mais étant donné la façon dont elle était auparavant directe dans ses analyses, réaliste dans ses évaluations et anti-guerre dans ses positions, si l'on essaie d'interpréter ce qu'elle vient de faire avec ce tweet dans le contexte de ses actions passées, alors je penserais qu'il est possible qu'elle essaie simplement de rester dans les cercles de pouvoir afin d'espérer empêcher le pire. Elle était autrefois une voix de la raison en ce qui concerne les guerres étrangères. Mais parfois, il faut faire des compromis pour rester dans les cercles du pouvoir. Mais encore une fois, je préfère avoir une Tulsi Gabbard menteuse à l'intérieur de l'administration qu'une honnête à l'extérieur, à condition que son évaluation réelle n'ait pas changé et que son intention réelle de détourner Trump de cette folie soit toujours la même. Nous ne le saurons qu'une fois que tout cela sera terminé, peut-être dans des années, peut-être dans des décennies, lorsque les archives seront ouvertes. Donc, pour faire court, la guerre de propagande, la guerre pour votre perception, pour la mienne, pour ce que nous disons, pour ce que nous voyons, et la manière dont nous interagissons, bat son plein, tout comme la bataille au plus haut niveau du pouvoir, le processus de prise de décision. Et pendant que tout cela se déroule, bien sûr, Téhéran et Tel Aviv brûlent toutes deux. Les échanges de tirs continuent. Et pendant que tout cela se passe, Israël tue encore des dizaines de Palestiniens chaque jour à Gaza, les exécute à bout portant lorsqu'ils essayent de se procurer de la nourriture et continue de les bombarder. Je veux dire, il y a encore jusqu'à 100 personnes qui meurent chaque jour. J'ai réalisé une interview avec un professeur palestinien à Bethléem, en Cisjordanie, et la situation est absolument horrible. Le génocide est toujours en cours. Ainsi, même pendant que Tel Aviv est bombardé, les sionistes ne cessent pas le génocide à Gaza. Ils n'ont rien, et pourtant ils trouvent encore le temps de perpétrer un génocide, ce qui, soit dit en passant, ressemble à ce que les nazis ont fait. Ils ont poursuivi le génocide des Juifs pratiquement jusqu'à la toute fin. Voilà la mécanique malheureuse de tout cela. Une fois qu'un système d'extermination de masse est en place, ce système dispose de financement et de ressources pour continuer, même lorsque l'État subit une attaque militaire massive, n'est-ce pas? C'est là où nous en sommes. Triste temps, mais j'espère encore et je croise les doigts pour que la grande intervention des États-Unis n'ait pas lieu. Merci de votre attention. Thank you for your attention.